Quand on évoque l'Égypte, trois images nous viennent tout de suite à l'esprit, les pyramides, le désert et ce long et majestueux fleuve qu'est le Nil. Dans la vidéo précédente sur l'Égypte antique, nous avons vu l'importance du Nil, la façon dont la société était organisée et les œuvres colossales merveilleuses comme les temples et les pyramides. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi les figures égyptiennes sont si emblématiques, les incroyables avancées scientifiques qui leur ont permis de créer des momies, ainsi qu'une découverte unique restée enfouie pendant des milliers d'années, la tombe de Toutankhamon. Et n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos sur l'Égypte que vous pouvez regarder sans limite si vous rejoignez notre chaîne, car grâce à la contribution de chacun d'entre vous, nous pouvons continuer à réaliser toujours plus de vidéos fascinantes. En cliquant sur le lien Patreon, tu peux obtenir des livres, des jeux et des activités en priorité, en plus de bénéficier d'avantages spéciaux. Chaque soutien, chaque like que nous recevons compte énormément. Alors, un grand merci à vous. L'Égypte antique, deuxième partie. Les peintures de l'Égypte antique sont tellement particulières que nous pouvons tous les reconnaître. Pourquoi les Égyptiens, dans les dessins, regardent-ils toujours sur le côté? Les artistes égyptiens avaient une manière bien à eux de représenter la vie. Ce qui comptait pour eux, ce n'était pas la beauté, mais la perfection. Crée ton propre Égyptien. C'est pourquoi ils dessinaient de mémoire, mais toujours en suivant des règles très strictes qui assuraient la clarté parfaite de tous les éléments. Par exemple, puisque la tête humaine se voit et se reproduit plus facilement de profil, ils n'ont pas hésité à la dessiner toujours de côté. En revanche, les yeux étaient toujours pas comme vus de face. Disons que le résultat, c'était des yeux qui regardaient de face sur un visage tourné de côté. Voici un autre exemple. La poitrine et les épaules étaient beaucoup mieux reproduites de face, mais les bras et les pieds en mouvement étaient représentés plus clairement de profil. C'est pour cette raison que, dans ces représentations, les figures humaines apparaissent plates et en même temps contorsionnées, presque comme si elles avaient été écrasées par un char. Bien sûr, il n'y avait pas de voiture à cette époque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les dessinateurs ont toujours représenté le pharaon dans une taille plus grande? Eh bien, c'était simple. Plus la hiérarchie est élevée, plus la taille est grande. Science. Les anciens Égyptiens étaient de grands mathématiciens et scientifiques. En fait, ils sont responsables du calendrier de 365 jours, chaque jour étant divisé en 24 heures. C'est ce même calendrier que nous utilisons aujourd'hui pour savoir quel jour de la semaine nous sommes ou quand commencent les vacances. Parmi tous les scientifiques de l'Empire, il y en a un qui s'est distingué pour l'éternité. C'était Imhotep, le sage. Imhotep fut le fondateur de la médecine égyptienne. Il a exercé les fonctions de grand prêtre et de vizir du pharaon Zosé, pour qui il a conçu la première pyramide à degrés, devenant ainsi également le premier architecte connu de l'histoire. Les médecins étaient très appréciés et respectés. En Égypte, de nombreux papyrus médicaux ont été rédigés et transmis de génération en génération, enrichissant ainsi les connaissances sur les maladies. Grâce à ces papyrus, nous savons qu'ils avaient déjà, tout comme nous aujourd'hui, des médecins spécialistes pour traiter les différentes maladies de la peau, des os, des dents et du cœur, entre autres. Nous savons aussi qu'ils connaissaient les parties du corps, les veines et les artères les plus importantes, qu'ils utilisaient des centaines de formules pour fabriquer les médicaments nécessaires à la guérison des maladies et qu'ils disposaient de nombreux instruments pour les opérations. Bien sûr, les médecins prenaient soin de la vie, mais aussi de la mort en inventant les remarquables momifications qui les ont rendus célèbres. Alors, vous voyez, les momies étaient de grands patients et, surtout, extrêmement obéissantes quand il s'agissait de rester immobiles. Égyptologie. Des siècles d'histoire vous contemplent. C'est ce que Napoléon a dit à ses troupes au pied des pyramides. En effet, lorsque ce grand militaire a débarqué en Égypte en 1798, il ne s'intéressait pas seulement à la position stratégique de l'endroit, mais aussi aux grands trésors qui y étaient cachés. C'est pourquoi, en plus des soldats et des armes, Napoléon est parti de France avec un groupe de scientifiques qui ont inventé un nom pour l'étude de l'Égypte ancienne, l'égyptologie.
Cette jeune science a fait son premier pas important lorsqu'un officier français nommé Bouchard a trouvé par hasard, comme on trouve un coquillage sur la plage, une pierre noire, lisse, mais de forme irrégulière, sur laquelle était inscrit le même texte en 3 types d'écriture, grec, démotique et hiéroglyphique. Sans le savoir, Bouchard avait trouvé dans cette pierre la clé de la connaissance de l'une des civilisations les plus fascinantes de notre histoire. Un jeune homme très studieux nommé Jean-François Champollion s'est obsédé à déchiffrer les hiéroglyphes de cette mystérieuse pierre. De nombreuses années plus tard, alors qu'il n'était plus si jeune, il remarqua que chaque signe correspondait à un son. Eureka! J'ai déchiffré la pierre. C'est ainsi que les hiéroglyphes égyptiens ont pu être traduits pour la première fois. Cette découverte a ensuite servi à déchiffrer la tombe de Toutankhamon. Vous avez tous sûrement entendu parler de ce jeune pharaon qui est mort à 18 ans et qui est devenu très célèbre lorsque, en 1922, Howard Carter a déterré sa tombe, vieille de plus de 3000 ans. Cependant, ils n'ont jamais pu expliquer les événements mystérieux qui se sont produits par la suite. Au moment même de la découverte, il y a eu une panne générale d'électricité au Caire. Peu de temps après, de nombreuses personnes ayant participé à l'expédition de Carter sont mortes. C'est ainsi qu'on en est venu à dire qu'il existait une malédiction, que quiconque visitait la tombe de Toutankhamon en serait victime. Aujourd'hui, cependant, nous savons que cette malédiction n'était qu'un produit de l'imagination populaire. Ou pas ? Nous avons déjà découvert pourquoi les Égyptiens représentaient toutes leurs figures de profil et contorsionnées, leurs avancées en médecine qui leur ont permis de momifier les corps, ainsi que l'importance de la pierre de Rosette comme clé d'un savoir qui était resté caché. N'oublie pas de nous laisser un like et de t'abonner pour recevoir des notifications sur nos nouvelles vidéos. Si tu veux nous soutenir, tu peux rejoindre la chaîne pour accéder à de nombreux contenus exclusifs sans limite. Prépare-toi maintenant, car tu vas découvrir l'une des histoires d'amour les plus légendaires de tous les temps, celle de Cléopâtre et Marc-Antoine. La fin de l'Empire égyptien. De la même manière que l'union fait la force, la division engendre la faiblesse. Au fil des siècles, le pouvoir des pharaons égyptiens s'est dissous à cause d'innombrables querelles internes, jusqu'à ce qu'ils soient finalement dominés par de puissants empires voisins. D'abord les Perses, puis les Macédoniens et enfin les Romains. Cléopâtre fut la dernière pharaone de l'Égypte antique. On dit que sa beauté extraordinaire faisait soupirer plus d'un homme à l'époque. Marc-Antoine était un puissant général romain qui est tombé prisonnier de son amour. Elle rêvait que cet amour rendrait à l'Égypte sa splendeur. Malheureusement, Marc-Antoine perdit lors d'une grande bataille face à son rival, Octave. Marc-Antoine et Cléopâtre se suicidèrent, laissant à Octave et à l'Empire romain le peu qu'il restait de l'Égypte. Malgré les milliers d'années qui se sont écoulées, l'influence profonde et durable de la civilisation égyptienne perdure encore puissamment parmi nous et ses monuments colossaux nous rappellent constamment sa grandeur et son immense majesté. Utilisons notre boussole temporelle pour voir ce qui se passait ailleurs dans le monde à ce même moment. Que se passait-il au Moyen-Orient pendant que Marc-Antoine et Cléopâtre mettaient fin à leur jour par amour ? Cléopâtre est morte 29 ans avant la naissance de Jésus-Christ. À cette époque, les Romains ne dominaient et n'opprimaient pas seulement l'Égypte, mais aussi de nombreux autres peuples tout autour des côtes de la mer Méditerranée. L'un des rois qui servait les Romains était Hérode le Grand, souverain de Judée. Hérode n'était pas très populaire auprès des Juifs. Il était cruel et impitoyable et vivait dans la peur que quelqu'un, même parmi ses proches, puisse lui prendre le trône. Ainsi, durant son règne, il fit tuer son beau-frère, sa belle-mère et même ses 3 fils ainsi que sa propre femme. Selon la Bible, près de 29 ans après la mort de Cléopâtre, Hérode reçut la visite de 3 rois mages venus d'Orient à la recherche du nouveau roi des Juifs qui, d'après toutes les prophéties, venait de naître à Bethléem. Hérode les laissa partir puis ordonna d'assassiner tous les enfants de moins de 2 ans.
Mais Marie et Joseph, les parents de Jésus, enveloppèrent leur bébé dans des couvertures et s'enfuirent en Égypte, échappant ainsi au massacre des innocents. Jésus, Yann. Le Christ lui-même a vécu en Égypte? C'est exact. Jésus a passé sa petite enfance en Égypte et, des années plus tard, il est retourné en Judée pour prêcher que l'amour du prochain et la tolérance face à l'oppression étaient la voie pour accéder au royaume des cieux. Avec ces idées, Jésus a créé une nouvelle religion qui a changé le cours de l'histoire occidentale.